Imaginez une Europe médiévale où chaque rue pavée résonne des sabots des chevaux, où les marchés grouillent de vendeurs bruyants et où l'air est chargé du parfum mêlé de bois brûlé, de cuir tanné et d'herbes séchées. C'est un monde à la fois fascinant et rude, où la beauté n'est pas une simple coquetterie, mais une véritable déclaration sociale et spirituelle. Le Moyen-Âge, bien que souvent caricaturé comme sombre et sale, était une époque de contrastes éclatants. Derrière les murs des châteaux et des cathédrales gothiques, les élites imposaient des codes esthétiques stricts, codifiant chaque détail du corps humain comme un symbole de pouvoir, de richesse et de vertu. Pour comprendre cette esthétique, il faut d'abord plonger dans la mentalité médiévale, où tout était hiérarchisé. La société était divisée en ordres et chaque vêtement, chaque geste et chaque trait physique reflétait votre place dans cette pyramide. Le paysan bronzé par le soleil était la représentation vivante du travail manuel, tandis qu'une peau blanche et des mains fines signifiaient que vous apparteniez à une caste privilégiée, celle qui vivait à l'abri derrière des murs de pierre. La beauté médiévale n'était donc pas universelle, elle était l'apanage des classes supérieures, un langage codé que tout le monde savait lire. Les récits des chroniqueurs, les poèmes des troubadours et les enluminures des manuscrits donnent un aperçu saisissant de cet idéal. Des visages pâles, des yeux grands et expressifs, des silhouettes élancées, des cheveux longs et clairs, souvent dissimulés sous des voiles raffinés. Mais derrière cette image raffinée se cachait une réalité brutale. Atteindre ces standards exigeait une discipline et des sacrifices impressionnants. Les recettes de beauté médiévale ressemblèrent souvent à des expérimentations alchimiques. On mélangeait du plomb, du vinaigre, des herbes rares, du mercure ou de la graisse animale pour créer poudre, baume et teinture. Ces produits empoisonnaient lentement celles et ceux qui les utilisaient, mais la beauté valait ce prix. Cette obsession pour l'apparence n'était pas qu'une question de séduction. Dans une société profondément chrétienne, l'esthétique était perçue comme un reflet de l'âme. Un visage harmonieux témoignait de la pureté intérieure, tandis qu'une difformité pouvait être interprétée comme une marque du péché ou d'un châtiment divin. Les prêcheurs mettaient en garde contre la vanité, mais paradoxalement, les cours royales rivalisaient de somptuosité. Les vêtements brodés d'or, les coiffures extravagantes et les bijoux précieux affirmaient l'autorité et l'éclat spirituel de leurs porteurs. Le culte de la blancheur en est un exemple frappant. Pour les élites médiévales, un teint clair n'était pas seulement un critère esthétique, c'était une preuve tangible de richesse et de noblesse. Alors qu'aujourd'hui, un bronzage doré évoque les vacances et la santé, au Moyen-Âge, il signifiait travail physique et pauvreté. Les nobles faisaient tout pour éviter le soleil, passant le plus clair de leur temps dans des pièces sombres, décorées de tentures épaisses et portant des gants même à l'intérieur pour protéger leurs mains. Mais la nature ne suffisait pas. Pour obtenir une blancheur irréprochable, les femmes appliquaient des couches de poudre de céruse, un mélange mortel de plomb et de vinaigre, qui lissait la peau tout en la détruisant lentement. Les manuels de beauté médiévaux, lorsqu'ils existent, témoignent de pratiques extrêmes. Certaines recettes recommandaient des compresses imbibées de lait d'ânesse, des bains parfumés à la sauge ou au romarin, et des pommades fabriquées avec de la graisse de porc mélangée à des herbes. D'autres proposaient d'utiliser des perles broyées pour illuminer le visage ou du soufre pour purifier la peau. Ces soins avaient autant de valeur symbolique que médicale. Ils démontraient que la personne avait accès à des produits coûteux et rares, réservés aux élites. Mais la blancheur n'était pas le seul critère. Les nobles cherchaient à créer une image d'élégance presque surnaturelle, un mélange de fragilité et de raffinement. Pour cela, les sourcils étaient souvent arrachés ou rasés, et les cheveux autour du front étaient retirés afin d'agrandir le visage. Cette mode, répandue surtout au XIVe et XVe siècle, transformait le front en une sorte de toile vierge, symbole d'intelligence et de noblesse. Les portraits de la cour de Bourgogne, par exemple,
montrent des femmes au regard doux, au front immense et dégagé, coiffées de hennin vertigineux, ces chapeaux coniques qui faisaient sensation. La coiffure était en effet un autre élément clé de la beauté médiévale. Les jeunes filles non mariées pouvaient porter leurs cheveux longs et lâchés, signe de pureté. Mais une fois mariées, elles devaient les cacher sous des voiles, des bonnets ou des coiffes. Les cheveux étaient perçus comme une arme de séduction, et les couvrir était un signe de pudeur et de respectabilité. Les nobles investissaient dans des filets décorés de perles, des tissus de soie et des broderies pour embellir leur coiffe. La couleur des cheveux avait également une signification. Le blond, souvent artificiel, était le plus prisé, associé à la Vierge et à la beauté céleste. Obtenir cette teinte nécessitait des bains de soleil prolongés, après avoir appliqué des mélanges de safran, de miel et parfois d'urine humaine pour éclaircir les mèches. Les hommes, eux aussi, avaient leurs codes esthétiques. Si la force physique était valorisée, elle devait être associée à une élégance naturelle. Les chevaliers et seigneurs prenaient soin de leur apparence, cheveux mi-longs, barbe soigneusement taillée, vêtements ajustés et manteaux brodés. Les récits des chroniqueurs décrivent des rois et des chevaliers dont la beauté était vantée autant que leur bravoure. Les vêtements masculins mettaient en valeur la silhouette, et les bottes fines, les ceintures décorées ou les capes de fourrure signalaient le rang social. Les classes populaires, bien sûr, ne pouvaient rivaliser avec ces extravagances. Pour les paysans et artisans, la beauté se résumait souvent à la propreté relative des vêtements lors des jours de fête et à une coupe de cheveux simple. Mais même parmi les classes modestes, on trouvait des efforts pour imiter les styles aristocratiques. Une ceinture décorée, une chemise teinte ou une coiffe colorée pouvaient suffire à se distinguer. L'idéal esthétique médiéval était donc omniprésent, même s'il n'était accessible dans toute sa splendeur qu'aux privilégiés. Un autre aspect fascinant de cette époque est la manière dont l'Église influençait directement les standards de beauté. Les sermons condamnaient souvent la vanité, rappelant que le corps n'était qu'une enveloppe mortelle. Mais paradoxalement, les couvents et cathédrales regorgeaient d'images de saints magnifiquement représentés. Les vierges peintes par les artistes médiévaux avaient des traits harmonieux, des robes somptueuses et des visages sereins, offrant un modèle esthétique à imiter. La beauté était vue comme un don divin, et l'entretenir était presque un devoir pour les classes supérieures, censé refléter la gloire de Dieu sur terre. Les pratiques de maquillage illustrent parfaitement ce mélange de religiosité et de vanité. Les dames utilisaient des fards à joues discrets, souvent à base de jus de betterave, de fraises ou de poudre de cochenille, pour donner une touche de couleur. Mais ce maquillage devait paraître naturel. Trop de rouge et vous risquiez d'être comparé à une courtisane. Les miroirs étaient rares et chers, alors les femmes faisaient souvent confiance à leurs suivantes pour appliquer les produits. Le parfum jouait également un rôle important. Les bains parfumés aux herbes étaient prisés par les nobles, et les vêtements étaient souvent imprégnés d'huile aromatique. Les pomander, petites boules métalliques remplies d'épices et de fleurs séchées, étaient portées à la ceinture pour masquer les odeurs corporelles. Les gants parfumés étaient un signe distinctif de raffinement, tout comme les mouchoirs imprégnés de musc ou de rose. La propreté, cependant, n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. Si les nobles avaient accès à des bains, parfois même chauffés, la majorité de la population se lavait rarement. Les bains publics existaient dans certaines villes, mais leur fréquentation a diminué avec le temps, notamment à cause des épidémies et des interdits religieux. Le bain sec, consistant à se frotter avec des linges parfumés, était courant. Les vêtements, en particulier les sous-vêtements en lin, jouaient un rôle essentiel pour absorber la transpiration et protéger les habits extérieurs. Laver moins souvent. Les dents posaient un autre défi. Bien avant l'ère du sucre raffiné, les caries étaient moins fréquentes qu'à la Renaissance, mais elles existaient. Les gens utilisaient des bâtonnets effilés, des poudres abrasives à base de charbon ou de sel et mâchaient des herbes comme la sauge ou le clou de girofle pour rafraîchir la laine.
Souriant rarement sur les portraits, les nobles préféraient garder leurs lèvres closes, une façon subtile de masquer l'état de leur dentition. La beauté médiévale allait donc bien au-delà du simple attrait physique. Elle était politique. Un roi ou une reine devait incarner l'ordre divin, et leur apparence en était le reflet. Les habits somptueux, les bijoux imposants et les couronnes étincelantes n'étaient pas seulement décoratifs, ils affirmaient la puissance. La beauté, en ce sens, était un langage, un instrument de domination. Les représentations artistiques confirment cette importance symbolique. Les fresques, vitraux et enluminures médiévales montrèrent des figures idéalisées, où chaque détail, couleur de cheveux, vêtements, posture, véhiculait un message. Le rouge vif symbolisait la passion ou le pouvoir. Le bleu profond était associé à la Vierge Marie et l'or représentait la lumière divine. Les vêtements et les coiffures servaient de code social et la beauté devenait une forme de propagande silencieuse. Ce qui frappe, c'est l'extrême sophistication de ces codes, dans une époque souvent considérée comme primitive. Les cours royales d'Angleterre, de France ou d'Italie rivalisaient de créativité. Énins, coiffes à cornes, robes traînantes, chaussures à la pointe interminables. Tout était étudié pour impressionner. Cette attention portée à l'apparence prouve que, malgré les famines et les guerres, les élites médiévales vivaient dans un monde où la mise en scène de soi était essentielle. Pour les hommes, cette esthétique était également un outil politique. Un chevalier devait inspirer respect et crainte, mais aussi admiration. Les récits des troubadours et des chroniqueurs associent souvent bravoure et beauté. Un héros médiéval était non seulement fort, mais élégant, portant des armures décorées et des vêtements riches. L'apparence distinguait le noble du simple soldat. Un noble pouvait se battre, mais ses mains devaient rester fines, et son visage devait refléter une certaine délicatesse. Ces idéaux ne se limitaient pas à l'aristocratie. Même dans les villages reculés, les fêtes religieuses et les marchés étaient des occasions où l'on sortait ses plus beaux habits, où l'on arrangeait ses cheveux et où l'on utilisait des herbes parfumées. La beauté, même simple, était une manière de montrer sa dignité. Les rues médiévales, souvent étroites et tortueuses, formaient un décor où la beauté se devait d'être soigneusement mise en scène. Les nobles qui traversaient ces artères étroites sur leurs chevaux, richement harnachés, représentaient un idéal presque irréel. Vêtements brodés de fils d'or, chapeaux ornés de plumes exotiques, parfums rares flottant derrière eux comme une signature. Olfactive. La beauté au Moyen-Âge était profondément liée à la démonstration de richesse. Chaque détail comptait. La teinte d'une robe, la qualité des tissus, la coupe d'une tunique pouvaient en suffire à établir immédiatement le rang social de celui ou celle qui les portait. Ce souci du détail s'étendait jusqu'aux accessoires. Les ceintures des nobles femmes, par exemple, étaient décorées de pierres précieuses et de pendentifs sculptés, souvent offerts lors de mariages ou de cérémonies religieuses. Ces objets n'étaient donc pas seulement des parures, mais de véritables symboles familiaux. Les chaussures suivaient le même principe. À la fin du Moyen-Âge, la mode des poulaines, ces chaussures à bout extrêmement pointues, est devenue une véritable obsession dans certaines cours européennes. Plus la pointe était longue, plus le porteur démontrait sa richesse, car ces chaussures extravagantes étaient impraticables pour marcher ou travailler. La mode masculine rivalisait parfois d'audace. Les nobles affectionnaient les pourpoints ajustés, souvent rembourrés pour accentuer les épaules et la silhouette. Les tissus employés, soie, velours, brocart, étaient importés d'Orient ou d'Italie, montrant le rôle des échanges commerciaux dans la diffusion des tendances. Les couleurs vives étaient également un privilège. Obtenir des teintures rouges profondes, bleus éclatants ou verts lumineux nécessitait des pigments coûteux. Le rouge vif, notamment obtenu grâce à la cochenille ou à la garance, était réservé aux plus fortunés. Porter des vêtements d'une telle couleur était une manière de dire sans mots. Je peux me permettre ce luxe. Chez les femmes,
le vêtement servait autant à embellir qu'à contrôler le corps. Les robes longues, souvent traînantes, donnaient une allure majestueuse, mais elles entravaient les mouvements. Les manches amples, décorées et parfois si longues qu'elles touchaient le sol, rendaient impossible tout travail manuel. Les vêtements étaient une véritable barrière sociale. Ils distinguaient clairement les nobles des artisans et paysans. Une femme riche, par sa tenue, montrait qu'elle vivait dans un univers où elle n'avait pas besoin de ses mains pour travailler. Les bijoux jouaient un rôle tout aussi important. Les bagues, colliers et broches portés par les nobles n'étaient pas seulement des décorations, mais des signes de pouvoir. Beaucoup représentaient des armoiries, des alliances politiques ou des symboles religieux. La croix, omniprésente, était parfois sertie de pierres précieuses et portée comme une affirmation de foi, mais aussi comme une preuve de richesse. Les diadèmes et couronnes, réservés aux reines et princesses, étaient conçus pour impressionner. Or, perles, émeraudes, rubis et saphirs reflétaient la lumière des chandelles, donnant une aura presque surnaturelle à celles qui les portaient. Si les vêtements et les bijoux marquaient la richesse, les soins corporels définissaient la beauté personnelle. L'entretien du corps était complexe dans un monde où l'eau chaude n'était pas accessible à tous. Les bains publics, inspirés des traditions romaines, étaient encore répandus dans certaines villes au début du Moyen Âge. Ces établissements, souvent mixtes, servaient non seulement à se laver, mais aussi à socialiser. Cependant, à partir du XIVe siècle, leur réputation se ternit. On les associait aux maladies, notamment à cause des épidémies de peste, et l'Église dénonçait leur immoralité. Les nobles préféraient se baigner en privé, dans des tonneaux ou des baignoires en bois, parfumant l'eau avec des herbes aromatiques. Les recettes d'hygiène corporelle reflétaient l'ingéniosité médiévale. Les bains parfumés au romarin et à la lavande étaient censés purifier l'esprit autant que le corps. Des sachets d'herbes séchées étaient cousus dans les vêtements pour masquer les odeurs. Le vinaigre, considéré comme désinfectant, était utilisé pour rincer le corps et les cheveux. Les élites se frictionnèrent parfois avec des linges imbibés d'eau de rose ou d'alcool, ce qui donnait une sensation de fraîcheur et aidait à masquer les parfums moins agréables de la vie quotidienne. Le maquillage, loin d'être une simple coquetterie, représentait un véritable rituel. Le blanc de céruse, ce mélange de plomb et de vinaigre, restait la star des produits cosmétiques. On l'appliquait sur le visage, le cou et même les mains pour obtenir cet aspect lisse et clair que les peintres immortalisaient sur les portraits. Les risques étaient là connus. La peau devenait sèche, se fissurait et des symptômes d'empoisonnement apparaissaient chez celles qui en abusaient. Pourtant, cette pâleur extrême symbolisait le luxe et l'élégance. Les joues, elles, recevaient une touche de rouge discrète, souvent obtenue grâce à des pigments naturels. L'objectif n'était jamais de paraître maquillé, mais de donner une impression de santé fragile, signe de raffinement. La coiffure était tout aussi sophistiquée. Les hennin, ces chapeaux coniques spectaculaires, atteignaient parfois des dimensions impressionnantes, nécessitant des armatures en métal et un travail minutieux pour les fixer. Les femmes glissaient leurs cheveux à l'intérieur du hennin, souvent tressés et enroulés autour d'un support. Les voiles qui descendaient du sommet du cône créaient une silhouette élancée et imposante. Ces coiffes, très populaires en Bourgogne et en France au XVe siècle, suscitaient l'admiration mais aussi la critique. Certains moralistes voyaient dans cette mode une manifestation d'orgueil excessif. Malgré tout, elles restèrent un symbole iconique de la féminité médiévale. Les coiffures masculines évoluèrent également au fil des siècles. Les chevaliers du XIIe siècle portaient souvent les cheveux mi-longs, tandis que les nobles du XVe siècle adoptaient des coupes plus courtes et plus structurées. Les barbes et moustaches suivaient les tendances. Tantôt rasées de près, tantôt portées longues et soignées, elles reflétaient souvent les influences étrangères. Les croisades et les échanges avec le monde arabe
introduisirent des styles nouveaux en Europe, popularisant les parfums et les huiles capillaires. Les soins apportés à la chevelure étaient étonnamment avancés. On utilisait des décoctions de camomille ou de romarin pour éclaircir ou assouplir les cheveux. Les nobles appliquaient des huiles parfumées pour les faire briller. Certains textes médicaux médiévaux recommandent même des massages du cuir chevelu pour stimuler la pousse. Les peignes, souvent sculptés dans l'ivoire, étaient des objets précieux et offerts comme cadeaux. Mais la beauté médiévale n'était pas seulement affaire d'esthétique. Elle avait une signification morale et spirituelle. Les visages peints sur les vitraux ou les fresques représentaient la perfection divine. Proportion idéale, peau lumineuse, absence de défauts. Ces images inspiraient les nobles, qui voyaient dans l'entretien de leur apparence une forme d'hommage à Dieu. Une reine ou une duchesse devait être belle non seulement pour elle-même, mais pour représenter la gloire de son lignage et de sa foi. Les hommes, surtout les chevaliers, étaient eux aussi soumis à ces codes. Leur beauté devait inspirer confiance et respect. Les armures décorées, souvent incrustées d'or et d'argent, servaient autant à protéger qu'à impressionner. Les chevaliers apparaissaient dans les tournois comme des icônes de bravoure et d'élégance, et les troubadours chantaient leur allure autant que leurs exploits. Dans ce monde où chaque détail avait un sens, la beauté masculine était perçue comme un outil politique, au même titre que l'épée ou la chevalerie. Les représentations artistiques permettent de comprendre la force de ces codes esthétiques. Dans les manuscrits enluminés, chaque personnage est identifiable par sa tenue, ses bijoux et sa coiffure. Ces détails servaient à transmettre des messages subtils. Une robe rouge signifiait le pouvoir ou la passion. Un manteau bleu, profond, évoquait la pureté et la foi. Les vêtements des rois et des reines, souvent peints avec des pigments d'outre-mer, une couleur rare obtenue à partir du lapis lazuli importé d'Afghanistan, étaient une preuve de leur richesse et de leur pouvoir international. La société médiévale utilisait donc l'apparence comme un langage universel. Les couleurs, les matières et les formes n'étaient jamais choisies au hasard. Une simple broche pouvait signaler l'allégeance politique d'un noble. Une coiffure pouvait indiquer le statut marital d'une femme. La beauté, dans ce contexte, était une lecture codée de la hiérarchie sociale. Pourtant, cet univers de luxe et de raffinement contrastait fortement avec la réalité quotidienne. Les villes médiévales étaient souvent sales et bruyantes. Les ordures s'accumulaient dans les rues, les animaux circulaient librement et les épidémies faisaient des ravages. Dans ce contexte, maintenir une apparence impeccable relevait presque de l'exploit. Les nobles passaient des heures à se préparer, entourés de serviteurs qui entretenaient leurs vêtements, coiffures et bijoux. Cette préparation minutieuse faisait partie du rituel de pouvoir. Apparaître en public, c'était mettre en scène une image parfaite, loin des réalités de la vie commune. Cette obsession pour l'apparence n'était pas réservée aux cours royales. Les guildes d'artisans, les marchands riches et même certains paysans imitaient ces tendances à leur échelle. Les foires et fêtes religieuses offraient des occasions de se montrer sous son meilleur jour. Les femmes cousaient leurs plus beaux vêtements. Les hommes se parèrent de leurs accessoires les plus précieux. Et tous participaient à cette hiérarchie visuelle. La beauté était une monnaie sociale. Elle ouvrait des portes, renforçait des alliances et affirmait l'identité d'un individu ou d'une famille. Les archives judiciaires de l'époque révèlent aussi le poids de l'apparence. Les descriptions de criminels ou de suspects se concentraient souvent sur leurs vêtements et leur allure, car l'habillement révélait l'origine sociale. Dans un monde où les vêtements étaient coûteux, posséder une tunique en soie ou une ceinture ornée signifiait qu'on appartenait à une classe spécifique. Ces codes, connus de tous, rendèrent l'apparence aussi importante que les actes eux-mêmes. Les idéaux de beauté médiévaux étaient profondément liés à la symbolique religieuse et à la philosophie morale de l'époque. Le corps était vu comme le reflet de l'âme, et chaque caractéristique physique pouvait être interprétée à travers ce prisme spirituel.
Un visage harmonieux, des traits réguliers et une peau claire étaient considérés comme des signes de vertu. À l'inverse, une difformité, une cicatrice ou même une pigmentation inhabituelle pouvait être interprétée comme une marque de péché ou de châtiment divin. Ces croyances renforçaient l'importance des soins corporels. Entretenir son apparence n'était pas seulement une question de vanité, mais une manière de montrer son alignement moral et religieux. Les clercs médiévaux, tout en prêchant contre l'orgueil et la coquetterie, utilisaient eux-mêmes des symboles esthétiques dans leur tenue. Les habits ecclésiastiques, richement décorés, servaient à inspirer le respect et à souligner l'autorité de l'Église. Les mitres, chapes et autres vêtements liturgiques rivalisaient parfois de splendeur avec ceux des rois et des reines. Dans les cathédrales gothiques, les vitraux et les sculptures représentaient des saints magnifiquement vêtus et coiffés, incarnant une perfection qui devenait un modèle pour la noblesse. Loin de rejeter la beauté, la société médiévale l'associait au sacré, à condition qu'elle soit utilisée avec modestie. Cette conception ambiguë donnait naissance à des pratiques fascinantes. Par exemple, les femmes nobles prenant soin de leurs mains avec une attention particulière. Avoir des mains blanches, fines et sans callosité était un signe de statut social élevé. Pour les entretenir, elles appliquaient des onguents à base de miel, de lait et d'herbes. Certaines se couvraient les mains de gants parfumés pour les protéger du soleil et des travaux domestiques réservés aux servantes. Les mains devenaient ainsi un symbole silencieux de privilège. Les pieds aussi étaient soignés avec minutie. Les chaussures, objets de luxe, étaient fabriquées sur mesure par des cordonniers talentueux. Les nobles portaient des bottines en cuir souple, parfois décorées de broderies ou de pierres précieuses. Les poulaines, ces chaussures pointues emblématiques, étaient tellement longues qu'elles nécessitaient parfois des renforts métalliques à l'intérieur pour conserver leur forme. Porter des poulaines extravagantes montrait qu'on n'avait pas besoin de marcher longtemps, ni de travailler physiquement. Elles étaient souvent critiquées par les moralistes, mais leur popularité ne faiblissait pas. Elles étaient devenues une arme de séduction et une preuve de statut social. Les vêtements eux-mêmes racontaient des histoires. Les robes des dames aristocratiques pouvaient peser plusieurs kilos, car elles étaient doublées de fourrure et ornées de broderies complexes. Les manches, parfois gigantesques, tombaient jusqu'au sol, traînant derrière elles un parfum de luxe. Les robes en soie, importées d'Orient, étaient teintes avec des pigments rares et coûtaient une fortune. Porter un tel vêtement était une démonstration de pouvoir et de richesse. Chaque fil, chaque perle cousue à la main représentait des heures de travail artisanal. Le rôle des artisans dans la beauté médiévale est souvent sous-estimé. Les tailleurs, chapeliers, joailliers et parfumeurs faisaient partie intégrante de cette culture. Les guildes contrôlaient la qualité des produits, garantissant des vêtements somptueux et des accessoires raffinés. La noblesse passait commande pour des pièces uniques, faisant travailler des dizaines de mains pour créer une seule robe ou une coiffe. Ces artisans, bien que modestes, détenaient une expertise précieuse, et leur réputation pouvait traverser les frontières. Les parfums médiévaux étaient également très recherchés. Contrairement à aujourd'hui, ils n'étaient pas utilisés pour masquer une odeur corporelle désagréable, mais comme symbole de raffinement et de pureté spirituelle. Les nobles portaient des sachets d'herbes, appelés sachets parfumés, dans leurs vêtements, et parfumaient leurs gants, leurs cheveux et leurs coussins. Les huiles essentielles étaient produites à partir de roses, de jasmin, de lavande, mais aussi d'épices importées comme le clou de girofle et la cannelle. Ces ingrédients exotiques provenaient de la route de la soie, ce qui les rendait extrêmement coûteux et réservés aux plus riches. Le maquillage, malgré les critiques religieuses, restait omniprésent. Les femmes utilisaient des recettes secrètes transmises de génération en génération. Certaines lotions contenaient des minéraux toxiques, comme le mercure, pour donner un éclat particulier au teint. Les lèvres étaient légèrement colorées avec des mélanges à base de racines ou de baies.
La subtilité était essentielle. Une femme qui paraissait trop maquillée risquait d'être assimilée aux prostituées, ce qui pouvait ruiner sa réputation. Les miroirs étant rares et coûteux, la précision de ces soins reposait sur l'expérience et l'aide des servantes. Le rôle des cheveux dans l'esthétique médiévale mérite une attention particulière. Les cheveux longs et soyeux étaient considérés comme une marque de santé et de fertilité. Les jeunes filles laissaient leurs cheveux flotter librement lors des cérémonies religieuses ou des mariages, mais les femmes mariées les couvraient presque toujours. Les coiffes médiévales étaient des chefs-d'œuvre d'ingéniosité. Filets de perles, voiles brodés, énins coniques, coiffes à cornes ou en cœur. Chaque style indiquait non seulement le rang social, mais aussi la mode régionale. Les énins, particulièrement populaires en Bourgogne, étaient si hauts qu'ils nécessitaient parfois des armatures métalliques pour rester stables. Ils représentaient une élite raffinée et servaient à impressionner. Les moralistes les critiquaient violemment, y voyant un signe de vanité et de décadence. Pourtant, ces coiffes devinrent emblématiques de l'époque. Leurs voiles translucides ajoutaient une aura mystique aux femmes qui les portaient, leur donnant une silhouette majestueuse et presque irréelle. La couleur des cheveux était également un sujet d'attention. Le blond, considéré comme idéal, était souvent obtenu par des techniques ingénieuses. Les femmes appliquaient des lotions à base de safran, de camomille et d'urine, puis exposaient leurs cheveux au soleil à travers des chapeaux percés. Cette méthode exigeait des heures d'immobilité, mais elle produisait une teinte dorée très prisée. Les cheveux noirs, quant à eux, étaient associés à la passion et à l'exotisme, tandis que les cheveux roux suscitaient parfois la méfiance, car ils étaient liés à des croyances superstitieuses. La beauté masculine suivait des codes distincts, mais tout aussi rigoureux. Un noble devait être élégant et bien proportionné, avec une allure qui inspirait le respect. Les récits chevaleresques insistent sur l'élégance des héros, leur port altier et leur style vestimentaire. Les vêtements masculins étaient conçus pour mettre en valeur la silhouette. Des pourpoints ajustés, des chausses moulantes et des manteaux décorés de fourrure soulignaient la stature du porteur. Les chevaliers et princes investissaient autant d'argent et de temps que les femmes pour leur apparence, car elles reflétaient leur statut et leur pouvoir. Les armures elles-mêmes étaient pensées comme des œuvres d'art. Les chevaliers riches faisaient graver des motifs complexes sur leurs plastrons, ajoutaient des incrustations d'or ou d'argent et ornaient leurs casques de plumes. Porter une armure richement décorée n'était pas seulement une question d'orgueil, cela renforçait l'aura du chevalier sur le champ de bataille, impressionnant alliés et ennemis. Les tournois étaient de véritables spectacles où la beauté de l'équipement comptait autant que l'habileté au combat. La propreté et l'hygiène, souvent mal comprises aujourd'hui, occupaient une place importante dans la vie médiévale. Les nobles se baignaient plus souvent qu'on ne le croit, même si ce n'était pas quotidien. Les bains étaient parfumés avec des herbes et épices et servaient de moments de détente et de sociabilité. Les chroniques mentionnent des bains collectifs, mais aussi des salles de bain privées dans les châteaux les plus riches. Les servantes chauffaient l'eau dans de grandes cuves avant de la verser dans des baignoires en bois. L'usage d'huile parfumée, de vinaigre et de linge propre contribuait à une sensation de fraîcheur, bien différente de l'image d'un Moyen-Âge sale, souvent véhiculé. Les soins dentaires existaient également. On fabriquait des poudres dentifrice à base de charbon, de sel ou de coquilles d'huîtres broyées. Les bâtonnets à mâcher, taillés dans du bois aromatique comme le noisetier, servaient à nettoyer les dents et rafraîchir la laine. Le sourire était cependant discret. La représentation artistique médiévale privilégiait les lèvres fermées, symbole de retenue et d'élégance. Les couleurs et les symboles étaient omniprésents. Porter une couleur rare pouvait être un privilège légalement réservé aux nobles. Par exemple, certaines lois somptuaires interdisaient aux paysans de porter des tissus rouges ou violets. Ces lois visaient à maintenir les hiérarchies visibles. La beauté médiévale était un système codifié
où chaque détail servait à situer une personne dans la société. L'importance des tissus ne peut être sous-estimée. Les draps de laine fine, la soie, le velours et le brocart étaient importés d'Italie, de Byzance et même de Chine via la route de la soie. Les échanges commerciaux façonnaient la mode européenne et les vêtements médiévaux étaient souvent le résultat de savoir-faire venus de plusieurs continents. Les marchands italiens de Venise et de Gênes, par exemple, jouaient un rôle crucial dans la diffusion des tissus de luxe. La bijouterie médiévale atteignait des sommets d'artisanat. Les joailliers créaient des pièces uniques, souvent serties de pierres précieuses venues de contrées lointaines. L'émeraude, le saphir et le rubis étaient prisés non seulement pour leur beauté, mais aussi pour leurs propriétés supposées magiques. Porter un bijou orné d'une pierre rare était une manière de montrer sa richesse, mais aussi de se protéger du mal, selon les croyances. Les anneaux, en particulier, avaient une signification symbolique forte. Certains représentaient des alliances politiques, d'autres servaient de sceaux officiels pour authentifier des documents. Les miroirs, objets rares et coûteux, ajoutaient une dimension fascinante à la beauté médiévale. Fabriqués à partir de métal poli, ou plus tard de verre étamé, ils étaient réservés aux plus riches. Posséder un miroir était un signe de luxe extrême, et les femmes nobles en utilisaient pour perfectionner leur maquillage et leur coiffure. Les miroirs faisaient également partie des objets précieux, transmis de génération en génération, symbolisant la continuité familiale. La beauté médiévale ne se limitait pas à l'aspect extérieur. Elle faisait partie d'un système de représentation où le corps et l'âme étaient étroitement liés. Les chroniques, poèmes et œuvres d'art montrent que la beauté servait à affirmer une identité collective. Les nobles devaient refléter la gloire de leur lignée et la puissance de leur royaume. La beauté était donc un outil politique, mais aussi religieux. Soigner son apparence était une manière de rendre hommage à Dieu. Les fêtes médiévales, les banquets et les tournois étaient les moments où cette esthétique atteignait son apogée. Les nobles apparaissaient vêtus de leurs plus belles tenues, accompagnés de parfums exotiques et de bijoux somptueux. Ces événements servirent de vitrine pour montrer le pouvoir et la richesse d'une cour. Chaque détail était soigneusement calculé pour impressionner. La disposition des tables, la décoration des salles, la présentation des plats. Même les couleurs des vêtements étaient choisies pour refléter la lumière des chandeliers et créer une ambiance majestueuse. Les banquets médiévaux ne servaient pas seulement à se nourrir. Ils étaient de véritables spectacles où la richesse et la beauté étaient mises en scène avec autant de soin qu'une cérémonie religieuse. Les convives arrivaient vêtus de leurs plus somptueux atours, et la disposition des tables était pensée pour refléter le rang de chacun. Les nobles les plus importants occupaient les places d'honneur, souvent sous un dais décoré, tandis que les invités de moindre importance étaient relégués plus loin. Ces détails renforçaient la hiérarchie sociale et transformaient chaque banquet en un théâtre où chaque vêtement, chaque bijou et chaque geste portaient un sens. Les dames profitèrent de ces occasions pour exhiber leurs coiffes et hennin spectaculaires. Les voiles fins qui descendaient des hennin flottaient derrière elles comme des traînes de mariée, créant une silhouette imposante. Les robes étaient souvent ornées de broderies complexes, représentant des motifs religieux, héraldiques ou floraux. Les ceintures frottées en métal précieux, les colliers sertis de pierres exotiques et les bagues ornées de sceaux complétaient cette démonstration de luxe. Ces banquets étaient des vitrines politiques. Les ambassades étrangères, souvent présentes, jugeaient la puissance d'un royaume à travers la richesse de ses tables et de ses invités. Le maquillage et les soins corporels prenaient une importance particulière avant ces événements. Les femmes passaient des heures à se préparer, entourées de servantes qui leur appliquaient des lotions parfumées, des fards légers et des parfums rares. Les hommes ne faisaient pas exception. Ils soignaient leur barbe, leur coiffure et portèrent parfois des gants parfumés pour laisser une impression durable lors des salutations. Ces détails, loin d'être anecdotiques, faisaient partie d'un langage non verbal
qui communiquaient prestige, autorité et raffinement. Les banquets étaient également un lieu d'observation sociale. Les chroniqueurs médiévaux décrivaient en détail les vêtements des nobles, car ils servaient de marqueurs visuels. Une robe rouge vif ou un manteau bleu profond indiquaient souvent des privilèges légaux et une richesse considérable. Le rouge était particulièrement prisé, car les pigments nécessaires pour obtenir une couleur éclatante étaient coûteux et difficiles à produire. Les ateliers de teinturiers gardaient jalousement leurs secrets et certaines techniques, comme l'usage de la cochenille ou du kermès, étaient réservées aux commandes royales. En dehors des grandes occasions, les vêtements médiévaux avaient une fonction pratique et symbolique. Les robes longues, souvent doublées de fourrure, servaient à se protéger du froid dans les châteaux mal chauffés. Les étoffes lourdes donnaient de l'allure, mais elles rendaient les mouvements lents et majestueux. Les couleurs sombres, souvent associées à la modestie, étaient portées dans les couvents et par les marchands, tandis que les nobles préféraient les couleurs vives pour se distinguer. Les lois somptuaires, établies dans plusieurs royaumes européens, limitaient même le port de certaines couleurs ou tissus aux classes supérieures, renforçant ainsi la hiérarchie sociale. Les artisans jouaient un rôle crucial dans ce système. Les tailleurs et brodeurs travaillaient pour les familles royales et nobles, créant des vêtements qui pouvaient prendre des mois à être terminés. Les broderies étaient souvent incrustées de perles et de pierres précieuses, transformant une simple robe en un objet d'art. Les ceintures métalliques, quant à elles, étaient parfois si lourdes qu'elles nécessitaient l'aide de serviteurs pour être ajustées. Ces accessoires, bien que peu pratiques, avaient pour fonction principale de démontrer une opulence sans compromis. L'esthétique médiévale ne se limitait pas au corps. Elle englobait aussi l'espace autour de soi. Les demeures nobles étaient décorées avec le même souci de luxe que les vêtements. Les tapisseries murales, souvent tissées à la main, représentaient des scènes mythologiques ou religieuses et servaient également d'isolation contre le froid. Les coffres sculptés, les lits à baldaquin et les vitraux colorés ajoutaient une dimension esthétique à la vie quotidienne. Dans cet univers où tout était symbole, la beauté devenait un outil de distinction sociale. Cette obsession esthétique touchait également les armes et armures. Les chevaliers considéraient leurs équipements comme des prolongements de leur identité. Les armures de parade, gravées de motifs complexes et parfois incrustées d'or, étaient conçues pour impressionner davantage que pour protéger. Les boucliers arboraient des armoiries détaillées et les épées, souvent personnalisées, représentaient le statut du porteur. Ces objets, transmis de génération en génération, avaient une valeur symbolique et familiale immense. Les tournois, véritables spectacles populaires, étaient l'occasion pour les chevaliers de montrer leur habileté, mais aussi leur élégance. Le public admirait non seulement la bravoure des combattants, mais aussi leurs armures décorées, leurs caparaçons de cheval richement brodés et leurs bannières colorées. Les chevaliers les plus célèbres devenaient des icônes, célébrés dans les chansons des troubadours. Leur beauté, combinée à leur courage, faisait d'eux des figures mythiques. Dans les villes, l'esthétique médiévale s'exprimait différemment. Les bourgeois prospères adoptaient des modes inspirés de la noblesse, mais adaptés à leur statut. Les robes et tuniques étaient confectionnées dans des tissus de qualité, mais moins extravagants. Les couleurs, bien que vives, restaient plus sobres. Ces compromis reflétaient une société où la beauté n'était pas seulement un privilège aristocratique, mais aussi un outil de promotion sociale. Les riches marchands cherchaient à imiter les nobles pour affirmer leur succès économique, ce qui encourageait l'innovation dans l'artisanat. L'importance des textiles est essentielle pour comprendre cette époque. Le commerce des tissus était un moteur économique majeur. Les draps de laine anglaise, les soies italiennes et byzantines, les velours importés d'Orient circulaient à travers toute l'Europe, créant une véritable mondialisation avant l'heure. Ces échanges influençaient directement la mode. Les coupes, les couleurs et les motifs évoluaient en fonction des nouvelles matières disponibles. Une robe faite de soie de Damas, par exemple,
symbolisait non seulement la richesse, mais aussi une ouverture culturelle. L'artisanat du parfum était tout aussi sophistiqué. Les distillateurs européens s'inspiraient des techniques arabes pour extraire les essences des fleurs et des épices. Les nobles portaient des flacons miniatures suspendus à leur ceinture, contenant des mélanges complexes de rose, de musc, d'ambre et de cannelle. Ces parfums avaient des vertus médicinales supposées. Ils étaient censés protéger contre les maladies en purifiant l'air. Le parfum devenait ainsi une arme contre les mauvaises odeurs des villes médiévales et un symbole de raffinement extrême. Les soins capillaires faisaient l'objet de véritables rituels. Les femmes utilisaient des peignes sculptés, souvent en ivoire ou en bois précieux, pour démêler leurs cheveux. Elles appliquaient des huiles parfumées pour leur donner de l'éclat. Les jeunes filles, surtout dans les familles nobles, passaient des heures à tresser leurs cheveux, parfois ornés de rubans colorés. Ces coiffures élaborées étaient un signe de patience et de dévouement, mais aussi un marqueur social. Une servante n'aurait jamais eu le temps ni les moyens d'entretenir de telles coiffures. La symbolique des cheveux était forte. Une femme célibataire pouvait porter ses cheveux détachés lors des cérémonies, ce qui soulignait sa pureté. Une femme mariée, en revanche, devait les couvrir. Cette tradition avait une signification morale et religieuse. Les cheveux étaient perçus comme un attribut séduisant et les cachets témoignaient de modestie. Ces règles, bien qu'imposées, étaient également intériorisées par les femmes, qui voyaient dans leurs coiffes et voiles une manière d'affirmer leur statut. Les coiffures masculines n'étaient pas moins importantes. Les hommes nobles portaient souvent les cheveux mi-longs et soigneusement coiffés. Certains utilisaient des fers chauffés pour créer des ondulations, une pratique qui demandait du temps et de la précision. Les barbes, quant à elles, suivaient les tendances de l'époque. Parfois longues et imposantes, elles symbolisaient la sagesse. Parfois rasées de près, elles représentaient la modernité et l'élégance. L'hygiène, bien que limitée par rapport aux standards modernes, était plus avancée qu'on ne le pense. Les nobles se baignaient régulièrement, parfois dans des pièces spécialement aménagées dans leur château. Ces salles de bain étaient décorées avec soin. Carreaux de céramique, cuves en cuivre ou en étain et linge parfumé. Les bains étaient souvent partagés en famille et les serviteurs participaient à la préparation de l'eau chaude et des herbes médicinales. Ces moments avaient une dimension sociale et thérapeutique. Dans les villes, les bains publics restaient de populaires jusqu'au XIVe siècle. Ils servèrent de lieu de rencontre, mais leur réputation déclina avec les épidémies. Les médecins médiévaux craignaient que l'eau chaude ouvre les pores et rende le corps vulnérable aux maladies. Ces croyances, associées aux sermons religieux condamnant les bains mixtes, provoquèrent une réduction de leur utilisation. Les nobles compensèrent en multipliant les bains secs, utilisant des linges imbibés de vinaigre ou d'eau de rose pour se rafraîchir. Les odeurs étaient un problème constant. Les rues des villes médiévales étaient souvent jonchées de détritus et d'excréments d'animaux. Pour lutter contre ces nuisances, les nobles portaient des pomanders, petites sphères métalliques remplies d'herbes et d'épices. Ces accessoires étaient des objets d'art à part entière, décorés de gravures et de pierres précieuses. Ils servaient à parfumer l'air ambiant et à protéger contre les miasmes que l'on croyait responsables des maladies. Les soins dentaires, bien que rudimentaires, faisaient partie de l'hygiène. Les bâtonnets de bois, taillés en brosse, permettaient de nettoyer les dents. On utilisait également des poudres abrasives, à base de coquillages broyés ou de charbon. La laine était rafraîchie avec des herbes comme la menthe ou le clou de girofle. Ces pratiques, bien que simples, montraient que l'hygiène buccale n'était pas ignorée, même dans une époque où le sucre était rare et coûteux. Les fêtes religieuses jouaient un rôle central dans la vie médiévale, et elles étaient l'occasion pour tout le monde, même les plus pauvres, de montrer leur beauté. Les habitants des villages ressortaient leurs plus beaux vêtements, soigneusement entretenus malgré leur simplicité. Les femmes décoraient leurs cheveux de fleurs ou de rubans.
et les hommes portaient leurs ceintures les plus élégantes. Ces célébrations créaient un contraste frappant avec la vie quotidienne, souvent rude et laborieuse. La beauté devenait alors un moyen d'échapper temporairement à la dureté du quotidien. La mode médiévale reflétait également les influences extérieures. Les croisades introduisirent en Europe de nouvelles matières, techniques et parfums. Les tissus orientaux, les bijoux incrustés et les recettes de maquillage importées transformèrent les goûts esthétiques. Les marchands italiens, en particulier, jouèrent un rôle essentiel dans cette diffusion culturelle. Venise et Gênes devinrent des carrefours où se rencontraient les influences byzantines, arabes et européennes. Cette mondialisation précoce façonna la beauté médiévale. Les nobles cherchaient à intégrer des éléments exotiques à leur style pour démontrer leur ouverture et leur richesse. Les pierres précieuses venues d'Inde, les perles des mers du Sud et les soies chinoises étaient autant de symboles de prestige. L'apparence n'était plus seulement un reflet de la richesse locale, elle devenait une vitrine de l'ampleur des réseaux commerciaux d'une famille ou d'un royaume. Les châteaux et manoirs médiévaux étaient des théâtres où la beauté se mettait en scène quotidiennement. Chaque salle, chaque couloir était conçu pour impressionner, et les habitants de ces lieux devaient refléter cet éclat. La noblesse passait un temps considérable à se préparer avant d'apparaître en public. Se montrer négligé aurait été une insulte à sa propre lignée et une atteinte à son honneur. Cette culture de l'apparence faisait partie intégrante de la vie aristocratique et s'enracinait dans des traditions anciennes. Les gardes et serviteurs participaient à ce rituel. Les nobles disposaient souvent de valets spécialisés, l'un pour l'entretien des vêtements, un autre pour les chaussures, un autre encore pour les coiffures et bijoux. Les femmes nobles avertaient les dames de compagnie qui les aidaient à appliquer leurs soins, tresser leurs cheveux et ajuster leurs robes. Ce travail collectif était invisible lors des apparitions publiques, mais essentiel pour maintenir l'image parfaite d'une famille noble. Les châteaux étaient équipés de pièces spéciales pour ces préparatifs. Les salles de bain, bien que rares, étaient parfois richement décorées. Carreaux de céramique, tentures murales et baignoires sculptées. Ces espaces étaient réservés aux moments de détente et de purification. Les bains étaient souvent accompagnés de musique ou de lecture à voix haute. Les serviteurs parfumaient de l'eau avec des herbes comme le romarin, la sauge ou la menthe, censées avoir des vertus médicinales et spirituelles. Les tissus utilisés pour les vêtements méritent une attention particulière. Le lin, cultivé localement, était réservé aux sous-vêtements et draps. La laine, plus épaisse, était utilisée pour les vêtements de tous les jours, mais elle était de qualité variable. La noblesse portait des laines fines, soigneusement tissées et teintes, tandis que le peuple devait se contenter de tissus grossiers. Les soies, importées d'Orient, étaient le summum du luxe. Leur éclat et leur légèreté en faisaient un matériau idéal pour les robes et capes destinées aux occasions spéciales. La production de ces tissus impliquait une chaîne complexe de métiers. Cultivateurs, fileurs, teinturiers, tisserands, brodeurs. Chaque étape nécessitait une expertise spécifique. Les teintures elles-mêmes étaient une science à part entière. Le bleu profond de l'outre-mer, par exemple, était obtenu à partir de lapis-lazuli importé d'Afghanistan et valait parfois plus cher que l'or. Les rouges vifs étaient obtenus grâce à des insectes broyés, comme le kermès, une ressource rare en Europe. Posséder des vêtements teintés de ces couleurs équivalait à posséder un trésor. Les bijoux complétaient cette esthétique raffinée. Les colliers de perles, les bagues incrustées de pierres précieuses et les broches sculptées servaient de signes distinctifs. Ces objets avaient une valeur symbolique autant que matérielle. Une broche représentant les armoiries d'une famille témoignait de son ancienneté et de son pouvoir. Les bagues étaient utilisées comme sceaux, scellant des documents officiels. Ces accessoires étaient souvent transmis de génération en génération, devenant des reliques familiales chargées d'histoire. Les représentations artistiques de l'époque illustrent ce culte du détail. Les manuscrits enluminés
montrent des nobles dans des vêtements somptueux, souvent peints avec des pigments rares. Les fresques des châteaux et des églises reflétaient également cette esthétique. Les artistes médiévaux ne cherchèrent pas seulement à représenter la réalité, mais à magnifier leur sujet, soulignant leur rôle spirituel et social. Une reine était représentée non seulement comme une femme, mais comme une figure quasi divine, symbole de pureté et de pouvoir. L'esthétique médiévale était aussi influencée par des croyances mystiques. Les pierres précieuses, par exemple, étaient censées posséder des vertus protectrices. Les saphirs étaient associés à la sagesse et à la chasteté, tandis que les rubis symbolisaient le courage et la passion. Les perles représentaient la pureté et l'ambre servait de talisman contre les maladies. Les nobles portaient ces gemmes non seulement pour leur beauté, mais aussi pour se protéger du mal. Les pratiques médicales de l'époque avaient également un impact sur la beauté. Les médecins médiévaux, influencés par la théorie des humeurs héritée d'Hippocrate et de Galien, recommandaient des régimes alimentaires spécifiques pour maintenir un teint éclatant. Un excès de bile jaune ou noire était censé provoquer des déséquilibres physiques et esthétiques. Les prescriptions incluaient des saignées, des purges et des régimes à base d'herbes, dans le but d'équilibrer les humeurs du corps et donc d'améliorer l'apparence. Ces traitements pouvaient sembler extrêmes, mais ils reflétaient une vision globale du corps où la santé et la beauté étaient intimement liées. Les couvents et monastères, malgré leur austérité, avaient leur propre esthétique. Les moines et les nonnes adoptaient des vêtements simples et sobres, symbole d'humilité. Pourtant, leur bibliothèque regorgeait de manuscrits richement enluminés, et les églises qu'ils construisaient étaient décorées avec une splendeur qui contrastait avec leur vie ascétique. Cette dualité illustre la complexité de la relation médiévale avec la beauté. Elle était vue comme une manifestation du divin, mais son usage excessif était critiqué. Les pèlerinages et croisades ont également influencé les standards de beauté. Les Européens qui voyageaient en Terre Sainte revenaient avec de nouvelles idées esthétiques. Vêtements inspirés de l'Orient, parfums exotiques, bijoux en argent ou en or finement ciselé. Ces influences étrangères transformèrent les cours européennes. Les voiles, les tuniques amples et certaines coiffures ont des origines orientales. Cette fascination pour l'exotisme renforçait la position des nobles qui pouvaient s'offrir ces objets rares. L'importance de la beauté dans les mariages médiévaux ne peut être sous-estimée. Les alliances politiques étaient souvent scellées par des unions entre familles nobles, et l'apparence jouait un rôle majeur dans ces négociations. Les princesses étaient présentées comme des joyaux précieux, leur beauté étant un argument diplomatique. Les descriptions de jeunes mariés dans les chroniques de l'époque sont souvent hyperboliques, peau blanche comme le lait, cheveux dorés comme le soleil, yeux clairs comme le ciel. Ces images renforçaient le prestige des familles concernées. Les cérémonies de mariage étaient elles-mêmes des spectacles de beauté. Les vêtements des mariés étaient spécialement confectionnés pour l'occasion, souvent avec des tissus et des broderies uniques. Les bijoux familiaux étaient exhibés, et les coiffures des mariés atteignaient des sommets de sophistication. Ces événements marquaient la fusion de deux lignées, et la mise en scène de la beauté renforçait cette symbolique. La beauté médiévale ne se limitait pas aux apparences humaines, elle englobait également l'environnement. Les jardins des châteaux, inspirés des traditions islamiques et romaines, étaient conçus comme des œuvres d'art. Les plantes étaient choisies non seulement pour leur utilité médicinale, mais aussi pour leur symbolique. Les roses représentaient l'amour et la pureté. Le lys était associé à la Vierge Marie et le buis symbolisait l'éternité. Ces jardins servirent de toile de fond aux promenades des nobles, où la beauté naturelle complétait celle des vêtements et des bijoux. L'éducation des enfants nobles incluait l'apprentissage de l'élégance. Les jeunes filles étaient formées dès leur plus jeune âge à se tenir correctement, à marcher avec grâce et à parler avec douceur. Elles apprenaient également à broder, à préparer des lotions et à entretenir leurs vêtements.
Les garçons, quant à eux, recevaient une formation chevaleresque, où l'élégance faisait partie intégrante de leur éducation. Un futur chevalier devait savoir se battre, mais aussi se présenter avec dignité devant une cour. L'art médiéval reflète cette obsession pour la beauté. Les vitraux des cathédrales, avec leurs couleurs éclatantes, transformaient la lumière en une expérience mystique. Les sculptures de saints et de nobles sur les façades des églises étaient idéalisées, représentant un idéal de perfection inaccessible. Les manuscrits enluminés, chefs-d'œuvre des scribes et des artistes, combinaient textes religieux et images richement décorées. Ces œuvres n'étaient pas seulement des expressions artistiques, mais des instruments de propagande spirituelle et politique. Les marchés médiévaux, malgré leur aspect rustique, étaient eux aussi imprégnés d'une esthétique particulière. Les marchands présentèrent leurs produits avec soin, et les couleurs vives des tissus, des épices et des fruits exotiques ajoutaient une touche visuelle fascinante. Ces lieux de commerce étaient également des carrefours culturels, où les habitants pouvaient découvrir des objets venus de pays lointains. Pour beaucoup, c'était la seule occasion de voir des couleurs, des motifs ou des matières qu'ils ne pourraient jamais se permettre. La musique et la poésie accompagnaient également cette culture de la beauté. Les troubadours chantaient les louanges de dames idéalisées, décrivant leur visage, leurs vêtements et leurs grâces avec des métaphores florales et célestes. Ces chansons, diffusées dans toute l'Europe, contribuaient à créer un idéal féminin universel. Une femme noble devait être belle, gracieuse et vertueuse, un mélange de douceur et de mystère. Les poètes courtois associaient souvent la beauté à des qualités morales, renforçant l'idée que l'apparence reflétait l'âme. Dans les cours royales, les compétitions d'élégance étaient courantes. Les nobles rivalisaient de créativité dans leurs tenues, et les chroniqueurs notaient les innovations. Certaines modes devenaient rapidement des phénomènes culturels, comme les hainains bourguignons ou les poulaines extravagantes. Ces tendances se diffusaient à travers l'Europe, grâce aux échanges entre les cours et aux mariages politiques. Les fêtes religieuses et carnavals étaient des moments de relâchement où les codes esthétiques pouvaient être renversés. Les masques, costumes et maquillages exagérés permettaient aux participants de jouer avec leur apparence. Ces événements offraient une liberté temporaire face à une société très codifiée, tout en mettant en évidence l'importance de l'esthétique dans la vie quotidienne. Les portraits médiévaux, bien que rares par rapport à ceux de la Renaissance, témoignent de cette fascination pour la beauté. Les nobles commandaient parfois des miniatures les représentant dans leurs plus beaux atours. Ces portraits servaient à immortaliser leur statut et leur puissance, mais aussi à renforcer des alliances matrimoniales ou politiques. La beauté représentée dans ces images était souvent idéalisée, reflétant les valeurs et aspirations de l'époque plutôt que la réalité brute. La médecine esthétique commençait à émerger, bien que rudimentaire. Certains textes de médecins arabes, traduits en latin, proposaient des recettes pour éclaircir la peau, enlever les taches ou adoucir les cheveux. Ces savoirs circulaient entre l'Orient et l'Occident, enrichissant les pratiques européennes. La beauté devenait un domaine d'étude à part entière, mêlant science, superstition et art. En fin de compte, la beauté médiévale était un langage complexe. Chaque vêtement, bijou, couleur et parfum racontait une histoire. Cette culture raffinée de l'apparence reflétait une société hiérarchisée, profondément religieuse et obsédée par la symbolique. Mais elle témoignait aussi d'une créativité extraordinaire. Les artisans, artistes et marchands européens du Moyen-Âge ont créé un univers esthétique qui continue d'influencer notre imaginaire. Dans les derniers siècles du Moyen-Âge, l'art de se présenter et de soigner son apparence atteignit une sophistication telle qu'il annonçait déjà les fastes de la Renaissance. L'évolution des mentalités, les échanges culturels et les progrès de l'artisanat créèrent une société où la beauté était un véritable instrument de pouvoir. Les rois, reines, chevaliers et dames de cour se transformèrent en icônes vivantes. Leurs portraits et descriptions dans les chroniques
servaient de modèle pour toute l'Europe. L'idéal esthétique se nourrissait de traditions religieuses, de superstitions anciennes et d'innovations venues d'Orient. Les grandes foires médiévales, comme celles de Champagne ou de Bruges, furent des carrefours où s'échangeaient non seulement des marchandises, mais aussi des idées esthétiques. Les marchands italiens apportaient des étoffes de soie, des bijoux et des teintures rares. Les artisans flamands introduisaient des techniques de tissage plus complexes et les parfumeurs orientaux inspiraient de nouvelles fragrances. Ces rencontres façonnèrent une esthétique européenne de plus en plus cosmopolite. Porter des vêtements fabriqués avec des matériaux venus de loin devenait une manière de prouver sa richesse, mais aussi son ouverture culturelle. Le rôle des artistes dans la diffusion des idéaux de beauté fut fondamental. Les peintres, sculpteurs et enlumineurs créaient des images idéalisées qui influençaient directement les modes. Les visages des saints, des rois et des dames nobles étaient représentés avec des proportions harmonieuses et des traits réguliers. Ces représentations donnaient une référence visuelle à toute une société. Même les classes populaires, bien qu'éloignées des cours royales, adoptaient des versions simplifiées de ces styles, preuve que l'esthétique médiévale transcendait les classes sociales. Les symboles religieux étaient omniprésents dans cette culture de la beauté. Les vêtements liturgiques, richement brodés et ornés de pierres précieuses, témoignaient de la puissance spirituelle de l'Église. Les couleurs avaient une signification précise. Le bleu profond représentait la pureté de la Vierge. Le rouge évoquait le sacrifice et la royauté, tandis que l'or symbolisait la lumière divine. Ces codes étaient intégrés dans la mode civile, reliant ainsi l'esthétique quotidienne aux croyances religieuses. Les femmes nobles continuaient à repousser les limites de la mode. Les coiffures devenaient des constructions impressionnantes, soutenues par des armatures complexes. Les hennin pouvaient atteindre des hauteurs extravagantes, et les coiffes à cornes, qui encadraient le visage avec 2 arcs élégants, suscitaient admiration et critique. Les voiles fins, souvent en soie transparente, complétaient ces coiffures spectaculaires, donnant aux dames une silhouette élancée. Chaque détail de ces tenues nécessitait des heures de préparation et des mains expertes, transformant les dames de cour en véritables œuvres d'art vivantes. Les innovations dans la fabrication des tissus permirent de nouvelles extravagances. Les métiers à tisser devinrent plus efficaces, et les artisans développèrent des motifs complexes intégrant des fils d'or et d'argent. Les tissus damassés, brocartés et veloutés devinrent très prisés. Ces étoffes n'étaient pas seulement belles, elles représentaient des mois de travail et d'investissement, et les porteurs équivalaient à afficher sa fortune. La robe d'une reine pouvait coûter autant qu'une petite seigneurie, et les inventaires royaux détaillèrent souvent ces pièces avec fierté. Les vêtements masculins évoluèrent eux aussi. Les pourpoints devinrent de plus en plus ajustés, soulignant la silhouette. Les chausses, ancêtres de nos pantalons, s'affinèrent et furent parfois cousus directement au pourpoint. Les manteaux longs, doublés de fourrure, donnaient une allure majestueuse. Les chevaliers et nobles cherchaient à projeter une image d'élégance raffinée, même sur les champs de bataille. Les armures elles-mêmes, décorées de gravures et d'incrustations, participaient à cette esthétique. L'art de la guerre se mêlait à celui de la mode. Un chevalier devait impressionner avant même de lever son épée. Les tournois, spectacles à la fois sportifs et artistiques, furent essentiels dans la diffusion des idéaux masculins. Les chevaliers rivalisaient non seulement de bravoure, mais aussi de style. Les caparaçons des chevaux, ornés d'armoiries et de motifs colorés, créaient un véritable défilé de mode martiale. Les bannières flottaient dans le vent, les casques arboraient des plumes extravagantes, et les spectateurs admiraient autant la beauté de l'équipement que le courage des participants. Ces événements, décrits en détail dans les chroniques, contribuaient à forger l'image du chevalier médiéval, noble, élégant et héroïque. Les cours royales devinrent des centres d'innovation esthétique. Les dames et seigneurs voyageaient entre royaumes, apportant avec eux de nouvelles idées. Les influences italiennes,
byzantines et orientales, se mélangeaient aux traditions locales. Les robes italiennes, plus fluides et ornées de motifs raffinés, inspirèrent les nobles français. Les coiffures complexes des princesses bourguignonnes furent imitées dans toute l'Europe. Cette circulation des tendances créa une véritable mode internationale avant l'heure, où les nobles rivalisaient pour être les plus élégants et les plus modernes. La littérature médiévale, en particulier la poésie courtoise, joua un rôle crucial dans la diffusion de ces idéaux. Les troubadours et trouvères composèrent des chansons célébrant la beauté féminine avec des métaphores délicates. La dame était comparée à une fleur rare, à une étoile brillante ou à une source pure. Ces poèmes, chantés dans les cours, renforçaient l'idée que la beauté était indissociable de la vertu et de la noblesse. Les hommes étaient encouragés à cultiver l'élégance et le raffinement pour séduire et inspirer ces dames idéalisées. Le maquillage, malgré les interdictions religieuses, devint de plus en plus sophistiqué. Les femmes appliquaient des fards subtils pour accentuer leurs traits. Les pommades à base de cire et d'huile permettaient de lisser la peau et de masquer les imperfections. Les recettes incluaient des ingrédients exotiques, poudre de perles, miel, lait d'ânesse, voire poudre minérale toxique comme l'arsenic ou le plomb. Ces pratiques dangereuses témoignent du prix que les nobles étaient prêts à payer pour atteindre l'idéal esthétique. Les parfums, eux aussi, se diversifièrent. Les distillateurs arabes avaient perfectionné les techniques d'extraction des huiles essentielles, et ces savoirs se répandirent en Europe grâce aux échanges commerciaux. Les nobles européens portaient des fragrances complexes, mélangeant rose, jasmin, musc et ambre. Les flacons, souvent en cristal ou en métal précieux, étaient des objets d'art. Le parfum devenait une signature personnelle, tout autant qu'un symbole de statut social. Les soins capillaires atteignirent une sophistication remarquable. Les femmes utilisaient des lotions pour éclaircir leurs cheveux, parfois au prix de leur santé. Les hommes entretenaient leur barbe avec des huiles parfumées. Les coiffures étaient des œuvres d'ingénierie. Les hennin nécessitaient des armatures. Les coiffures en cœur demandaient des heures de préparation. Les perruques, encore rares, commençaient à faire leur apparition, surtout dans les cours influencés par Byzance. L'importance des lois somptuaires souligne à quel point l'apparence était un enjeu politique. Ces lois, promulguées dans plusieurs royaumes, interdisaient aux classes inférieures de porter certains tissus ou couleurs. Leur but était de préserver une hiérarchie visible. Une robe en soie ou une cape bordée d'hermine ne devait pas être portée par une marchande, même riche. Ces règles renforçaient l'idée que la beauté n'était pas seulement esthétique, mais un outil de contrôle social. Les villes médiévales, malgré leur aspect chaotique, reflétaient cette obsession pour la beauté et le prestige. Les guildes artisanales investissaient dans des bannières décorées, et les marchés étaient des explosions de couleurs et de textures. Les artisans eux-mêmes étaient jugés sur la qualité esthétique de leurs produits. Un boulanger ornait ses pains de motifs gravés. Un potier décorait 6 céramiques avec des motifs peints. Cette attention aux détails montrait que la beauté imprégnait tous les aspects de la vie. L'hygiène, même limitée, restait un signe distinctif. Les nobles investissaient dans des salles de bain et des linges parfumés. Les bains étaient des rituels, accompagnés de musique et parfois de soins médicaux. On croyait que certaines herbes purifiaient non seulement le corps, mais aussi l'âme. Les serviteurs préparaient des bains complexes avec des pétales de rose, des épices et du lait. Ces pratiques, bien que réservées à une minorité, démontrent que l'idée de propreté était bien plus présente qu'on ne le pense. La santé et la beauté étaient indissociables dans l'esprit médiéval. Les médecins recommandaient des régimes alimentaires équilibrés pour maintenir un teint éclatant. Les aliments étaient classés selon leur nature chaude, froide, sèche ou humide, et on croyait que leur consommation influençait l'apparence. Le vin, par exemple, était censé réchauffer le corps, tandis que les fruits rafraîchissaient le sang. Ces croyances façonnaient les habitudes alimentaires
et les soins esthétiques. Les croyances populaires ajoutaient une dimension magique à la beauté. Les amulettes et talismans étaient censés protéger des maladies et préserver l'éclat du visage. Certaines femmes portaient des pierres précieuses comme des porte-bonheur, croyant qu'elles renforçaient leur charme. Ces superstitions coexistaient avec les connaissances médicales, créant un univers où science, magie et esthétique se mêlaient étroitement. Les funérailles nobles étaient elles aussi des occasions de mise en scène. Les défunts étaient habillés de leurs plus beaux vêtements et ornés de bijoux familiaux. Les tombes étaient décorées de sculptures qui représentaient les défunts dans leur jeunesse, idéalisant leur beauté pour l'éternité. Les églises gothiques abritent encore aujourd'hui ces effigies, témoignant de l'importance de l'apparence même dans la mort. La transition vers la Renaissance ne fit que renforcer cet héritage. Les innovations artistiques et scientifiques de cette période s'appuyèrent sur les traditions médiévales. La fascination pour les proportions parfaites du corps humain, popularisée par les artistes de la Renaissance, avait déjà ses racines dans l'idéalisme médiéval. La beauté restait un langage de pouvoir et un symbole de prestige, mais elle devint aussi un sujet d'étude, analysé et théorisé. L'héritage médiéval est encore perceptible dans notre culture contemporaine. Les contes de fées, inspirés des récits chevaleresques, présentent des princesses aux énains imposants et des chevaliers élégants. Les films et séries historiques s'inspirent souvent de cette esthétique riche et codifiée. Les reconstitutions médiévales modernes montrent l'importance que nous accordons toujours à cette période. Fascinés par un monde où chaque couleur, chaque bijou et chaque coiffure avait une signification précise. L'obsession pour la beauté n'a pas disparu. Les cosmétiques modernes, les vêtements de luxe et les accessoires précieux remplissent aujourd'hui la même fonction, celle de signaler un statut social et de créer une image. La différence réside dans les moyens technologiques, mais le fond reste similaire. Tout comme au Moyen Âge, nous utilisons l'apparence pour communiquer, impressionner et affirmer notre identité. En observant cette époque, on comprend que la beauté médiévale était bien plus qu'une simple question de goût. Elle était une construction sociale, politique et religieuse. Les nobles et artisans ont créé un langage esthétique complexe qui a traversé les siècles. Derrière les hennin extravagants, les robes brodées, les armures gravées et les parfums exotiques, il y avait une vision du monde où le corps était une œuvre d'art, un miroir de l'âme et un symbole de puissance. Cette vision nous paraît parfois lointaine, mais elle a profondément marqué notre culture. L'attention aux détails, la recherche d'exotisme, la fascination pour les bijoux et les vêtements luxueux sont autant d'éléments hérités du Moyen Âge. La beauté n'était pas seulement une affaire de mode, mais une manière de raconter une histoire, d'affirmer une identité et de s'inscrire dans une lignée. Ainsi, le Moyen Âge, souvent qualifié à tort d'époque obscure, se révèle être un âge de lumière esthétique. Les cathédrales gothiques, les manuscrits enluminés, les tenues somptueuses et les fêtes spectaculaires témoignent d'une société qui plaçait la beauté au centre de ses préoccupations. Loin d'être superficielle, cette obsession esthétique reflétait une vision du monde où chaque geste, chaque objet et chaque couleur avait un sens. Ce voyage à travers l'esthétique médiévale montre que la beauté était une arme silencieuse mais puissante. Elle servait à asseoir l'autorité, à renforcer la hiérarchie et à exprimer la foi. En comprenant ces codes, nous découvrons un Moyen-Âge vibrant, raffiné et incroyablement créatif, dont l'héritage continue de façonner notre perception du passé.